Il est 14 h sur BFM TV. Bon samedi à vous, bienvenue dans l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, les agriculteurs poursuivent leurs actions. Ils bloquent à nouveau l'A64 entre Toulouse et Tarbes alors que le préfet de Haute-Garonne va les recevoir cet après-midi. Les colères sont multiples. Nous serons sur place dans un instant avec Antoine Forestier. On en parlera également avec Sébastien Durand qui est référent grande culture de la FDSEA dans l'Ariège. Un malaise du monde rural qui essaime depuis son explosion aux Pays-Bas, en Roumanie, en Pologne ou encore en Allemagne. Nous retrouverons d'ailleurs notre correspondant à Berlin pour un point de situation de ce malaise agricole dans les autres pays d'Europe. Un nouvel élément dans l'affaire Lina, cette jeune fille de 15 ans disparue en septembre dernier en Alsace. On apprend que Lina avait porté plainte pour viol contre 2 jeunes hommes majeurs en 2022. Les détails à suivre avec Mélanie Vecchio. Vous avez froid, très froid, et bien plus qu'un tout petit peu de patience. Nous allons bientôt connaître un écart de température de 10 à 15 degrés. Et oui, c'est un redout qui nous attend ces prochains jours et qui nous laissera un peu de répit dans cette période glaciale. Reportage à suivre. C'est le dossier qui inquiète le sommet de l'État, la colère des agriculteurs. Elle est surveillée de très près à un mois du Salon de l'agriculture pour le 3e jour consécutif. Elle prend forme notamment avec le blocage de l'A64 entre Toulouse et Tarbes à Carbone. Antoine Forestier, vous êtes sur place. Qui sont les manifestants présents et contre quoi protestent-ils, Antoine ? Eh bien, ce sont des agriculteurs venus pour la plupart de Haute-Garonne ou des départements tout autour. Ils sont là depuis jeudi après-midi. Certains ont passé la nuit ici dans leurs tracteurs ou encore dans des conteneurs qui sont ici derrière, malgré les moins 4 degrés. Ils font part de leur détermination. Juste aux côtés de Benjamin, vous êtes éleveur de bovins. Pour bien comprendre les principales revendications, parce qu'elles sont quand même assez multiples en fonction des profils, vous, par exemple, qu'est-ce qui vous touche particulièrement et qui fait que vous venez manifester depuis plusieurs jours ? Aujourd'hui, on est là pour 3 raisons assez importantes pour nous. Ça va être donc les taxes sur le gasoil non routier, l'eau et la MHE. Moi, étant agriculteur en exploitation bovin-viande, je suis plus impacté aujourd'hui par le GNR. Ça va être la cause qui nous rallie entre éleveurs et céréaliers. Et après, par rapport à la MHE, en tant qu'éleveur. Vous pouvez comprendre, le GNR, c'est le gasoil que vous mettez dans vos tracteurs, qui désormais n'est plus exonéré de taxes. Qu'est-ce que ça fait progressivement en tout cas, qu'est-ce que ça fait comme impact pour votre budget ? C'est un impact concrètement financier. On va perdre, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 6 centimes au litre. Donc réparti sur l'année, par exemple, pour moi, sur mon exploitation, ça va arriver à une charge d'à peu près 1 700 € à l'année. Comme aujourd'hui, on se sort des salaires de 700 à 1 000 € par mois, ça fait quasiment 2 mois de salaire sur l'année, ce qui est vraiment quand même très important pour nous. Et concernant la MHE, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous qui ne sommes pas des pros de l'agriculture, en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous demandez concrètement ? La MHE, c'est une maladie, donc on appelle ça le Covid de la vache. Et donc ça a eu pour conséquence, la MHE concrètement c'est un moucheron qui vient piquer les animaux et qui apporte une maladie qui, si je ne me trompe pas, est en provenance d'Afrique. Et donc qui pique les animaux et qui peut les rendre à la fois stériles, faire des avortements et carrément jusqu'à la mort. Donc moi j'ai été impacté sur des avortements sur l'exploitation et la perte d'animaux. Donc financièrement ça a des conséquences plutôt importantes. Moi, j'ai une structure à taille humaine, on est 2 UTH sur l'exploitation. D'autres exploitations beaucoup plus importantes que la mienne ont été impactées à plus grosse échelle que ça. Donc des impacts financiers vraiment conséquents qui peuvent mettre en péril aujourd'hui nos exploitations. On a vu ici toute une organisation mise en place, il y a beaucoup de nourriture, vous êtes en train de vous organiser. Vous pouvez rester combien de temps encore ici et qu'est-ce qui ferait que vous libérerez cette autoroute entre Toulouse et Tarbes ? Aujourd'hui, je pense qu'on s'est quand même bien organisé, on a quand même quelques moyens techniques. On a surtout un soutien des gens autour de nous, des associations, des concessionnaires, des intermarchés, des petits artisans du coin qui viennent et qui peuvent nous apporter à manger tout simplement ou à boire et même de quoi passer la nuit ou du gasoil rien que pour faire tourner les groupes électrogènes. Aujourd'hui, on a une détermination assez importante. Alors on n'est pas là pour le plaisir, vous voyez qu'on peut avoir des moments conviviaux tous ensemble, profiter, mais on serait quand même bien mieux à la maison à s'occuper de nos exploitations, quoi. Donc aujourd'hui, on est quand même déterminés. Jérôme Bas, il a lancé un super mouvement depuis
la manifestation de mardi à Toulouse où on n'a pas pu concrètement avoir ce qu'on souhaitait. On nous a dit qu'on avait été écouté, entendu, pardon. Mais on pense que ce n'est pas le cas. Jérôme a lancé un mouvement sur un coup de gueule. On a suivi, on suivra jusqu'au bout. Aujourd'hui, on essaie d'établir un relais, donc c'est le week-end. Il y a pas mal de monde qui viennent passer du temps avec nous. Donc c'est sympa, on va voir, on se prépare déjà à la semaine prochaine. On commence à être prêt, on sait qu'il y aura un peu moins de monde, mais on va faire un roulement et on va tenir, quoi. Donc là, on peut tenir vraiment longtemps. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions. On précise justement qu'une délégation est partie, ils sont combien, 4 à être partis, 4-5 à être partis à la préfecture? Oui, c'est ça, 4-5 à être partis, dont Jérôme Bael dont vous parliez à l'instant, un des leaders du mouvement, parti pour la préfecture de Toulouse. Ils vont être reçus par le préfet, mais ici ça ne suffit pas, on préférait avoir un ministre, voire même le Premier ministre depuis le début. Ils attendent ici Gabriel Attal pour échanger avec lui sur toutes les problématiques dont on vient de parler à l'instant. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Morgane Dumont en direct pour BFM TV. Regardez cette image en direct du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui est aujourd'hui en déplacement dans le Cher, justement, auprès de la population rurale de cette commune de Massé. Vous voyez le ministre donc, qui échange au sein de cette exploitation, une exploitation laitière, image donc en direct de ce déplacement qui a commencé tout juste 5 minutes. Qui va se tenir tout cet après-midi. Évidemment, on va continuer de suivre ce déplacement, les déclarations du ministre également, qui s'exprimera forcément dans ce contexte de grand malaise des agriculteurs, comme vous venez de l'entendre tout à l'heure auprès d'Antoine Forestier. Le gouvernement qui prend au sérieux, bien sûr, ce sujet. Gabriel Attal, lui, qui est dans le Rhône, il va rencontrer 150 Français, parmi eux notamment des agriculteurs. On va y revenir, bien sûr, cet après-midi. Nous sommes en direct avec Sébastien Durand. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes référent grande culture de la FDSEA de l'Ariège, céréalier et éleveur. Pourquoi et comment en êtes-vous arrivé là? Quels sont vos motifs de mécontentement aujourd'hui? Oui, bonjour. C'est un vrai ras-le-bol qu'on est arrivé. Aujourd'hui, nous, par exemple, le département, nous, on a une agriculture très diversifiée. On a autant d'élevage que de céréales. Le premier ras-le-bol, c'est la crise MHE. Comme mon collègue vient de vous le dire, nous, dans un secteur, là, au Couserans, 80% des troupeaux sont atteints par la MHE. Le deuxième maladie hémorragique épisodique, MHE. Donc, c'est le Covid des vaches. Voilà, exactement, comme ils viennent de vous l'expliquer. Le deuxième secteur, c'est toute la basse vallée de notre département, c'est l'irrigation. On a l'eau en danger. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. On en a besoin pour toutes les cultures, qu'elles soient en biologique ou en conventionnel. Il n'y a pas de rendement s'il n'y a pas d'irrigation. Et il n'y a aucune avancée de l'État sur l'accès à l'eau pour toutes les exploitations. Ils nous baladent. Les services de l'État nous baladent. C'est un ras-le-bol. On ne se réunit pas pour le plaisir. On a autre chose à faire. On fait 90 heures semaine pour gagner en moyenne sur le département moins de 7 000 € à l'année. C'est inadmissible. Il y a plusieurs revendications, mon collègue vous l'a dit, des taxations du GNR, mais il y a d'autres sujets. La prédation, nous on est touché énormément par la prédation sur notre département. Et après, un dernier point qui est vraiment important, on croule sur les normes. Les normes, elles sont de plus en plus. En 4-5 ans, les normes ont été multipliées par 10, par 20. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne des exemples de matières actives. Certains pays négocient pour garder des matières actives, donc de produits phytosanitaires, qui sont interdits chez nous depuis 22 ans. Alors, et pourtant, ces produits de ces pays vont se retrouver dans nos étalages sur les intermarchés, sur toute la gamme des distributeurs. Je vous donne un exemple, l'élevage laitier. Oui. Monsieur Durand, vous disiez que le gouvernement vous baladait, je reprends vos mots. Oui. Ça veut dire que vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur ce malaise que vous nous décrivez. Pour ce qui concerne, par exemple, la crise MHE, pour ce qui concerne le manque d'eau, qu'attendez-vous concrètement du gouvernement? Comment il peut vous aider sur ces problématiques qui sont plus environnementales?
Déjà, par exemple, à la MHE, il y a eu, c'est sorti hier soir vers 18h, 18h30. Bon, ils parlent de 80% de frais vétérinaires, 80% de prise de sang. Déjà, je vois pas pourquoi c'est 100%. Et c'est surtout le point sur les dommages indirects. C'est-à-dire, ça provoque l'avortement des vaches. Il peut y avoir des pertes de lait dans les troupeaux laitiers. Tout ça, rien n'est pris en compte. C'est inacceptable. Mais ça veut dire quoi, la prise en compte ? Vous attendez une aide financière ? Oui, la prise en charge avec des dossiers d'indemnisation et dans les plus brefs délais, avant la fin du mois. Les trésoreries sont à sec dans les exploitations. Le jour où il y aura un drame, enfin, il y en a tous les jours des drames, mais là, ça va être beaucoup plus important que depuis quelques années. Là, l'agriculture, les services de l'État, l'État est en train d'anéantir l'agriculture française. Si vous n'êtes pas entendu, Sébastien Durand, vous allez continuer de bloquer au moins. Alors bien sûr, il y a la date du salon de l'agriculture, le 24 février. Vous avez cette date en tête, vous allez bloquer au moins jusqu'à cette date ? Ah oui, on tiendra déjà un premier nous sur la base de l'Occitanie. Déjà, on tiendra les blocages jusqu'à la visite de M. Attal. Monsieur le Premier ministre, on veut qu'il se déplace en Occitanie. Et bien sûr, on veut qu'il se déplace avec des mesures. Ça ne sert à rien de venir sans rien. Surtout, on veut un déplacement constructif. Merci beaucoup Sébastien Durand de nous avoir expliqué le malaise qui vous touche et vos attentes surtout vis-à-vis du gouvernement. Et justement, on va voir comment ça se passe sur le terrain puisque le Premier ministre, Gabriel Attal, est actuellement reçu. Il sera reçu par la FNSEA dans l'après-midi. Le Premier ministre qui est en déplacement aujourd'hui dans une petite commune à Saint-Laurent-d'Agny, dans le Rhône. Sophie Dupont, vous suivez ce déplacement pour BFM TV. Alors, à la base de ce déplacement, il y a ce grand débat avec 150 des habitants de cette petite commune et le maire. Oui, Gabriel Attal fait son retour sur le terrain. Premier déplacement de la semaine pour le Premier ministre qui devrait être le seul déplacement objectif poursuivi, aller au contact du monde rural. Et pour ce retour sur le devant de la scène, Gabriel Attal a choisi d'emprunter la méthode de son patron, le grand débat en format réduit pendant près de 2 heures. Dans quelques minutes, il va échanger avec 150 habitants et des élus du département qui sont en train de s'installer. Vous le voyez derrière moi, Gabriel Attal sera au centre, debout, à portée d'engueulade. Le Premier ministre qui enchaîne les échanges depuis ce matin, il s'est incrusté, ce sont ses mots à lui, dans la cérémonie de vœux du maire d'une commune municipale, l'occasion d'échanger avec des Français qui l'ont interpellé notamment sur les agriculteurs. Écoutez. On a une des agricultures les plus qualitatives au monde, notamment parce qu'on s'est fixé aussi des objectifs en termes de conversion, en termes de réduction de phyto, ça essuie beaucoup ça le député. Donc voilà, il faut qu'on arrive à le garder. Et le garder, encore une fois, c'est que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail. Parce qu'à un moment, c'est eux qui nourrissent le pays. Sans eux, on l'a vu pendant le Covid, mais si on ferme toutes les frontières, on est bien content d'avoir notre agriculture qui est là pour nous permettre de tenir. Il faut qu'ils puissent vivre de leur travail. Il ne faut pas leur complexifier la vie avec toutes ces normes, etc. Et puis, il faut prendre des mesures pour favoriser le renouvellement des générations, la transmission des exploitations aux nouvelles et le soutien aux jeunes qui s'installent. Et là, dans les premiers projets de loi que je présenterai en tant que Premier ministre, et ça j'en parlerai à ma déclaration de politique générale, il y a un projet de loi sur justement le renouvellement des générations en agriculture. Mais tout ça, j'en parlerai lundi avec le président de la FNSEA que je reçois. Le Premier ministre qui recevra donc la FNSEA et les jeunes agriculteurs lundi à Matignon et qui devrait aborder ce sujet des agriculteurs, de leur colère encore cet après-midi, alors que Matignon nous prévient que des agriculteurs seront dans la salle pour interpeller Gabriel Attal. Au même moment de ce grand débat, Jordan Bardella, le patron du RN et la tête de liste pour les élections européennes, sera lui en Gironde dans une exploitation agricole, manière de surfer sur cette colère, une colère que le gouvernement entend donc à tout prix désamorcer au plus vite. Ils veulent éviter une gilet jaunisation des agriculteurs à 5 mois des européennes, alors que le RN fait déjà la course en tête. Merci beaucoup. Sophie Dupont à Saint-Laurent-d'Agny dans le Rhône. On va vous retrouver bien sûr tout au long de l'après-midi. Sophie, vous êtes avec Jérémy Assal. Les exploitants français ne sont pas les seuls à exprimer leur colère. Elle se déroule également en Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Belgique ou encore en Pologne. Pascal Thibault, vous êtes notre correspondant à Berlin, mobilisation massive. En Allemagne, quelles sont les raisons de la colère ?
Alors la raison de la colère, ce sont des mesures d'économie que le gouvernement a prises pour boucler le budget 2024. Et parmi ces économies, il y a eu des suppressions de subventions. Deux devaient l'être pour les agriculteurs, ou plutôt des surcharges, à savoir une taxe sur les véhicules agricoles. Le gouvernement, entre-temps, y a renoncé. Reste ce qui provoque toujours la colère des agriculteurs allemands, à savoir la suppression des taxes sur le gasoil agricole, donc pour les tracteurs et pour les autres véhicules. C'est la raison majeure pour laquelle il y a eu cette mobilisation ces dernières semaines. Le gouvernement ne veut pas revenir sur cette mesure. Il promet d'autres allègements, mais tout cela n'est pas encore clarifié jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a encore une autre grande manifestation à Berlin. Cette fois-ci, ce sont les agriculteurs défenseurs d'une agriculture biologique qui manifestent, alors que le salon de l'agriculture de Berlin, la semaine verte, s'est ouverte hier. Donc, le gouvernement est pris entre deux groupes aux objectifs différents. Pour l'instant, on est dans l'impasse. Tant que cette mesure sur le gasoil n'est pas remise en cause, eh bien, il pourrait y avoir à nouveau une mobilisation, des manifestations des agriculteurs allemands. Merci beaucoup Pascal Thibault, correspondant BFM TV à Berlin. Évidemment, continue de suivre cette situation, ce malaise agricole tout cet après-midi sur BFM TV. On en vient à présent à 14h14 à cette autre actualité. Souvenez-vous, le 23 septembre dernier, il y avait cette jeune adolescente de 15 ans, Lina, portée disparue dans le Bas-Rhin. À ce jour, elle reste toujours introuvable, mais on apprend, Mélanie Vecchio, que cette adolescente avait déposé plainte pour viol contre deux jeunes hommes en 2022 déjà. Oui, c'est une plainte qu'elle avait déposée 1 an et demi avant sa disparition. Cette plainte, elle date de juin 2022. Elle y accusait deux jeunes hommes, deux jeunes majeurs d'avoir abusé d'elle sexuellement. En fait, elle expliquait avoir passé la soirée au domicile d'un ami. 4 personnes, en tout cas plusieurs personnes du même cercle d'amis se trouvaient là. Elle, bien évidemment, une autre jeune fille, une connaissance du propriétaire aussi. Et c'est là qu'elle dit, lors de cette soirée, eh bien, avoir été abusée sexuellement. Et quelques mois après, elle a décidé d'aller porter plainte à la gendarmerie avec sa mère, donc plainte déposée pour viol. Alors à cette heure, nous ne savons pas quelles ont été les suites judiciaires de cette plainte, mais ses proches nous indiquent qu'ils n'ont à ce stade pas été informés d'un classement sans suite. Côté enquête, on nous affirme que toutes les pistes sont bien évidemment explorées, toutes l'ont été ou le sont actuellement, mais qu'il n'y a rien de nouveau. L'enquête se poursuit donc avec des auditions et d'autres investigations qui restent évidemment secrètes. Oui, parce que 4 mois après sa disparition, toujours aucune trace de Lina, Mélanie. Oui, Lina, elle a disparu, c'était le 23 septembre dernier. La jeune fille, on va rappeler les faits, elle part sur le chemin pour aller prendre son train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Elle part à pied et elle souhaite rejoindre la gare, mais elle n'y arrive jamais. Plusieurs personnes déclarent l'avoir vue en train de marcher au bord de la route. Un homme, lui, affirme l'avoir vue dans une voiture de couleur sombre ce matin-là. Un témoignage qui a été confirmé par la vidéosurveillance. Les gendarmes, ils avaient alors inspecté de nombreuses voitures, de nombreuses habitations, de nombreuses auditions ont également eu lieu. Une enquête de voisinage très poussée, très décortiquée, avec encore très récemment ce porte-à-porte effectué par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Et vous le disiez, à ce jour, la jeune fille reste toujours introuvable. Merci beaucoup Mélanie Vecchio pour ce point sur cette affaire. On revient à présent sur cet incroyable rebondissement. Vous l'avez vécu avec nous sur notre antenne cette semaine dans cette affaire judiciaire classée, un cold case. Un individu a été interpellé mardi, 15 ans après le meurtre de Caroline Marcel, cette joggeuse de 45 ans retrouvée morte en 2008, c'était dans le Loiret. Boris Karlamov, vous êtes à Olivet, dans le Loiret, où Caroline Marcel a été tuée. Oui, c'est effectivement ici, à quelques kilomètres de l'endroit où l'on se trouve avec Colline Chambol, sur les bords de la rivière du Loiret, que le corps immergé de Caroline Marcel a été retrouvé le 23 juin 2008. À l'époque, eh bien, ce drame avait suscité une véritable onde de choc dans cette commune, au sud d'Orléans, un peu plus de 22 000 habitants. Et depuis maintenant quelques jours, eh bien, l'information de l'interpellation d'un suspect s'est rapidement propagée dans les rues de la commune. C'est une population aujourd'hui qui est sidérée, bouleversée par cette nouvelle. On a pu échanger ce matin eh bien, avec Cécile Adel. Cécile Adel, c'est la première adjointe au maire d'Olivet et elle était la cliente de Caroline Marcel alors que cette femme de 45 ans travaillait dans une agence bancaire. C'est la toute première fois que cette adjointe au maire s'exprime et c'est au micro de Colline Chambol. Il y a un temps long qui s'est écoulé.
à la fois un soulagement, une pensée immédiate pour la famille, parce que j'imagine et nous imaginons combien ça a dû être, c'est pénible en fait, déjà le drame en tant que tel, et de ne pas avoir effectivement la connaissance du meurtrier ou de pouvoir interpeller la personne, c'est vraiment une situation terrible. Et justement, la famille de Caroline Marcel, eh bien, hier, on a pu échanger avec sa maman pendant de longues heures. Elle nous confiait bien également son état de sidération suite à ce rebondissement qui intervient, écoutez bien, 15 ans après les faits. Elle est dans l'attente désormais d'une éventuelle mise en examen du suspect qui doit être déféré aujourd'hui devant le juge d'instruction Nathalie Turquet au pôle de cold case de Nanterre en vue donc d'une mise en examen pour meurtre et agression sexuelle. Cette famille, eh bien, elle est donc dans l'attente de ce dénouement, d'avoir la certitude, eh bien, qu'il y a bien un homme aujourd'hui qui est suspecté du meurtre de leur fille, mais forcément depuis plusieurs jours c'est assez compliqué pour eux. Ils ont vécu cette interpellation comme un véritable bouleversement. Donc déferment cet après-midi devant la juge d'instruction en vue d'une mise en examen, et cela 15 ans après les faits, 15 ans après le meurtre de Caroline Marcel ici à Olivet dans le département du Loiret. Merci beaucoup Boris Karlamov à Olivet, donc dans le Loiret pour BFM TV. Restez avec nous dans un instant, nous allons suivre bien sûr cette mobilisation qui continue des agriculteurs, notamment sur l'A64, vous le voyez, entre Toulouse et Tarbes. Et alors que le gouvernement prend tout cela très au sérieux, Gabriel Attal va s'entretenir avec des Français, 150 Français aujourd'hui dans le rôle, et notamment il fera face à des questions d'agriculteurs. Marc Fesneau également va rencontrer des agriculteurs, lui, dans le Cher. Pendant ce temps-là, le RN occupe aussi le terrain. Jordan Bardella sera en Gironde. L'émission qui va vous réconcilier avec la politique. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche. À 18h, le grand invité de la semaine répond à toutes les questions. Le but de l'ennemi est d'abord de nous fragmenter le peuple. J'essaye dans les questions que je vous pose de comprendre ce qui traverse la société française. C'est un poison très lent, l'inflation. Et le principe de réalité, il est menaçant. Ce que vous voyez autour de vous. Toutes les maisons sont quasiment impactées. On est dans l'urgence. À 19h, un débat plein de panache entre deux visages de la politique française. La politique, c'est que du courage. On dénonce par des mots, mais il y a aussi des actes. Je voudrais qu'on parle de solutions. C'est le même combat. C'est pas tous les jours dimanche, présenté par Benjamin Duhamel. Chaque dimanche, de 18h à 20h, en direct sur BFM TV. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. C'est le moment de prendre de nouvelles résolutions. Eh ben t'as reçu un message. Ah, c'est mon ex-banquier. Ah bon? Oh là là, ouais, je l'ai quitté. Il me faisait plus rêver avec son taux d'épargne et puis en plus j'arrive jamais à le joindre. Maintenant je suis avec la France Mutualiste. Vas-y, raconte. Un taux de 3,70% sur l'assurance vie en 2023. Et en plus, j'ai 0,6 de mon conseiller. Mais faut que tu me le présentes. Je vais réfléchir. Un taux de 3,70% sur l'assurance vie en 2023, 0% de frais sur les versements et des conseillers disponibles. C'est sûr, ça va être dur pour certains, mais tellement mieux pour votre épargne. Il existe un monde de liberté et d'aventure, mais impossible de l'explorer depuis un canapé. Sortez de chez vous et vivez-le en vrai. Nouvelle Jeep Avenger conçue pour le monde réel. Jeep Avenger, 100% électrique, hybride et essence. À partir de 149 € par mois. Éligible au leasing électrique. J'ai une idée. Free Pro a son forfait mobile. Nous, on va lancer le forfait RIF stagiaire. Parce qu'entre nous, si tu regardes dans les boîtes, il y a beaucoup de stagiaires. Rassure-moi, c'est un stagiaire qui a eu cette idée. Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le meilleur de Free pour les entreprises avec Free Pro. Merci Free Pro. Me voyez-vous? Je suis là pour être découverte et célébrée. Je suis dans des lieux merveilleux, atteints grâce à une énergie plus propre. M'entendez-vous à travers les musiques les plus enivrantes et le bruit réduit des hélices? Me décelez-vous dans les lumières des spectacles et dans le scintillement de la mer? MSC Croisière, révélez la beauté du monde.
je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, ce Comme J'aime, ça m'a changé la vie parce que ça m'a libéré la tête. Bah, évidemment que ça marche. C'est pour ça que les gens viennent à Comme J'aime parce que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids très vite. Là, j'en suis à moins 7 kilos. Et par exemple, la première semaine, j'ai perdu 3 kilos. Combien tu as perdu de kilos? Moi, j'ai fait 3 mois et demi, 16. Et moi, j'ai perdu aussi 16 kilos. Et je suis métamorphosée aujourd'hui. Ça marche à merveille. Voilà, tout simplement. Vous aussi, optez pour une perte de poids simple à partir de seulement 3,92 € par repas. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Moins d'émissions de CO2, moins de consommation de carburant. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Renault Captur E-Tech Full Hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Renault Captur E-Tech Full Hybride existe aussi en version essence dès 200 € par mois. En ce moment, 2 mois de loyer offert. Chez Monabank, on vous accompagne main dans la main, pas main dans la poche. Nos conseillers basés en France ne touchent pas de commission. Vous accompagner et vous offrir jusqu'à 160 € à l'ouverture de votre compte, c'est ça, mettre les gens avant l'argent. Monabank, les gens avant l'argent. Est-ce que Chloé ne va pas prendre sa voiture ce soir parce qu'avec son assurance auto-alliance, moins elle roule, moins elle paye? Non, évidemment. Si Chloé ne conduit pas ce soir, c'est parce qu'elle fête ses 30 ans et que la nuit risque d'être longue. Avec l'assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins vous roulez, moins vous payez. En choisissant un forfait kilométrique, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre tarif auto-alliance. Alliance, avec vous de A à Z. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable. Mais surtout, reconditionnées, pour penser à demain. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Et chez Spoticar, 100% des clients sont éligibles au leasing sur toutes les motorisations. Un impact? C'est facile pour vous de le faire réparer. En 3 minutes, c'est fait. Vous avez votre rendez-vous avant que votre programme reprenne. Tapez votre numéro d'IMAT, choisissez le carglass le plus proche, l'heure et le jour. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Où et quand vous voulez, sur carglass.fr. Et en ce moment, Carglass vous offre 60 € sur une sélection de produits Karcher pour la voiture. Et avec 60 € offerts, ce dégivreur par exemple, il ne vous coûte rien. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grands de cœur, mais surtout grands râleurs. Élégants comme aucun autre, parés du plus bel apparat, sapés trop stylés, défilés au Grand Palais. Mais surtout prêts à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Pessimistes souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporters de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. Quando è notte a più voci, a più lucidi, Broadway. Profitez de Fiat 500 électrique dès 49 € par mois seulement, sans aucun apport. Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. C'est pourquoi chez Fiat, le bonus écologique est à 7 000 € pour tous. 14h27 sur BFM TV. On prend tout de suite la direction de Saint-Laurent d'Agny. C'est là-bas que Gabriel Attal, le Premier ministre, est en déplacement pour y effectuer un grand débat auprès de 150 habitants de cette petite commune, mais aussi pour s'adresser plus précisément à certains d'entre eux sur la question de ce malaise dans le monde rural. Sophie Dupont, vous êtes sur place pour BFM TV, où le Premier ministre va donc parler avec des agriculteurs. Les agriculteurs qui sont
avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez donc échanger avec le Premier ministre. Qu'allez-vous lui demander ? Aujourd'hui, on veut lui faire remonter toutes les problématiques qu'on a au niveau agricole. Donc on est un petit monde aujourd'hui on se sent beaucoup oublié. Il y a tous les problèmes phytosanitaires aujourd'hui où on a de nombreuses cultures qui se retrouvent sans aucun. On n'a plus de traitement phytosanitaire en fait pour lutter contre les ravageurs, puisqu'on nous les enlève un par un. Et contre cela, par rapport à cela, on n'a pas forcément de recherche qui se met en place, ou en tout cas on ne met pas les moyens sur la recherche. Et voilà, il faut absolument aujourd'hui qu'on ne nous oublie pas. La France de demain, c'est la France agricole aussi. Si nous voulons nourrir notre population, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre acte. Oui, alors expliquez-nous concrètement votre situation, expliquez-nous ce que vous attendez de Gabriel Attal, que vous allez, donc on le rappelle, rencontrer dans quelques instants lors de cette visite dans le Rhône. En fait, on attend beaucoup de choses. Il y a énormément de niveaux. Voilà, ce que je vous dis, c'est que la première des choses, c'est que nous, je suis producteur de fruits et légumes, hein, voilà, pour préciser. Aujourd'hui, on aimerait qu'il y ait un véritable socle phytosanitaire qui soit mis en place, qui nous permette de lutter sur chaque culture contre nos ravageurs actuels. Et en parallèle de ça, nous souhaiterions aussi qu'il y ait vraiment un socle au niveau de la recherche qui soit fait pour justement supprimer petit à petit ce socle phytosanitaire et que ça ne se fasse pas dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on supprime les matières actives les unes après les autres sans nous donner de possibilités de lutter contre nos ravageurs. Aujourd'hui, il y a la filière cerise qui n'est plus une filière, c'est une filière totalement à l'abandon suite au retrait des matières actives. Il y a d'autres filières comme la filière pomme, la filière pêche et tout ce qui est chou et à inflorescence qui vont être menacés par le retrait du Mont Vento l'année prochaine. Voilà, on est aujourd'hui dans une impasse totale. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut absolument nous donner les moyens de produire. Les moyens, les autres pays européens les ont et pénètrent sur notre territoire sans problème. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en ce samedi 20 janvier, 100% des fruits et légumes qui rentrent sur le territoire français ne sont pas aux normes françaises. Est-ce que c'est normal ? Voilà. Merci Bruno Ferré. Vous êtes également avec Gilbert Chavas à vos côtés, agriculteur également. On comprend donc cette inquiétude liée à la multiplication des normes qu'on vous impose, notamment au niveau européen. Ces matières actives dont vous parlez, ce sont bien des produits phytosanitaires qu'on vous demande de supprimer, alors même que la réglementation, si on vous entend bien, change trop souvent selon vous. Aujourd'hui, vous allez échanger avec le Premier ministre. Est-ce que vous avez le sentiment que véritablement le gouvernement va pouvoir agir rapidement pour vous aider ? Nous souhaitons fortement que le gouvernement nous aide. Moi, je veux insister sur le fait qu'on a des jeunes qui doivent s'installer sur des exploitations qui sont en bonne situation financière. Au niveau social, on a des problèmes par rapport aux jeunes agriculteurs pour s'intégrer dans la vie et dans la société. La suppression de toutes les matières actives fait que les jeunes ne croient plus à leur agriculture. L'agriculture française, comme on voit dans les médias, est en souffrance. L'agriculture rhodanienne est en souffrance. On a besoin de jeunes agriculteurs qui s'installent en sécurité sur nos exploitations. Sinon, on va tomber dans un système où finalement l'agriculture sera en complète déshérence, où plus personne ne croira à notre agriculture. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire va avec des producteurs installés sur les territoires. Est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que vous pensez que le Premier ministre va pouvoir répondre à vos questions et vous donner des solutions ? Alors on va lui poser la question. L'agriculture aujourd'hui est en manifestation sur tout le territoire français. Moi je vais dire au Premier ministre que sur mon exploitation, on a un jeune qui vient de s'installer, qui a le même âge que lui. Et le fait de lui supprimer toute possibilité de vivre de son métier fait qu'il peut tomber dans une situation très précaire. Et moi c'est un souci permanent par rapport à ça. Je vais lui expliquer cette chose-là parce que je pense que notre société ne mérite pas d'avoir des jeunes qui sont en complète déshérence sur nos territoires.
Merci beaucoup à vous deux, Gilbert Chavas et Bruno Ferré, donc agriculteurs. Vous êtes en attente de rencontrer Gabriel Attal dans un tout petit instant à Saint-Laurent-d'Agny, donc dans le Rhône, où il est en déplacement pour rencontrer la population. On va prendre la direction cette fois-ci de la Haute-Garonne, Antoine Forestier, pour vous retrouver. Là aussi, la grogne se poursuit pour la 3e journée consécutive sur l'A64 qui relie Toulouse à Tarbes, et notamment donc là où vous êtes à Carbone. Ce blocage donc, qui se poursuit maintenant depuis plusieurs jours, et aujourd'hui encore, la mobilisation ne faiblit pas. Oui, vous allez voir sur ces images de Morgane Dumont, il y a encore beaucoup de monde, ça ne cesse de grandir depuis ce matin. Ils étaient quelques dizaines, désormais peut-être quelques centaines. Hier soir, 400, 500 personnes rassemblées ici sur cette autoroute. Alors là, ils se sont organisés un petit barbecue en pleine autoroute A64 avec des grillades qui sont en train d'être effectuées, de la nourriture qui est partagée entre tout le monde. Il y a toute une organisation qui s'est mise en place, des réserves de nourriture qui se sont mises sur le côté, et puis des conteneurs dans lesquels il y a de la paille qui a été installée et dans lesquels, eh bien, certains agriculteurs dorment la nuit, d'autres dorment à même les tracteurs, à même le sol également, tout autour de ce pont au niveau de l'autoroute. Leur détermination, elle est intacte malgré les faibles températures cette nuit. Il y a eu moins 4 degrés tout ce matin. Eh bien, ils sont bien présents ici, et désormais, eh bien, certains de leurs représentants, 4, sont partis en direction de Toulouse parce qu'une réunion va avoir lieu avec le préfet de Haute-Garonne pour parler de toutes les problématiques qui leur tiennent à cœur. Et ici, on va se tenir au courant à distance et attendre le retour de l'un de ses représentants pour savoir ce qu'il s'est dit. En tout cas, ils se disent motivés et prêts à rester très longtemps, encore la nuit prochaine, voire même jusqu'au début de semaine prochaine. Merci beaucoup Antoine Forestier, donc sur l'autoroute A64 qui est donc toujours bloquée. Nous sommes également avec Laura Baquet. Ce week-end, de nombreux déplacements politiques sont programmés dans le monde agricole, et notamment celui du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui est dans une exploitation laitière du Cher. C'est là-bas à Massé qu'on vous retrouve. Laura, quel est le programme du ministre ? Eh bien, écoutez, un déplacement en 2 parties dans cette exploitation laitière d'abord, où le ministre Marc Fesneau visite avec une 50aine d'agriculteurs et de représentants du monde agricole cette exploitation. L'objectif de ce déplacement, c'est d'être au plus proche des agriculteurs, d'être sur le terrain. Ce déplacement est une demande d'Emmanuel Macron lui-même, qui a invité les préfets à se déplacer sur le terrain. Et nous avons donc, après des attentes, à 15h, il se déplacera à la sous-préfecture de Vierzon pour aller à la rencontre des syndicats du monde agricole. Merci beaucoup pour ces questions, ces explications sur le terrain, avec donc cette situation qui se complique. On en parle avec vous, Mathieu Coache, journaliste du service politique BFM TV. Le gouvernement qui est très inquiet après cet essaimage du malaise agricole qui est venu du nord de l'Europe, de l'est de l'Europe, et qui arrive maintenant chez nous. Les agriculteurs qui demandent notamment au préfet, au ministre d'intervenir et de se mobiliser sur le terrain. Oui, c'est même le président de la République qui leur a demandé directement. Qui a demandé directement au préfet de se mobiliser sur le terrain. C'est pas pour rien que cette consigne, elle vient de très haut, c'est-à-dire de l'Élysée, dès hier soir, et ça a été fait à grands coups de publicité auprès des rédactions. L'information a été largement communiquée parce que dans cette consigne qui est aussi donnée au gouvernement, on voit Marc Fesneau qui est sur le terrain, on voit aussi Gabriel Attal qui est en train un peu de transformer son grand débat en grand débat sur l'agriculture au dernier moment parce qu'il y est contraint. Et ça n'est pas pour rien, c'est parce que dans cette révolte des agriculteurs, il y a quand même un fond de gilets jaunes qui n'a échappé à personne. Les gilets jaunes, c'est le traumatisme originel de la Macronie. Et à 6 mois des européennes, eh bien, on peut s'attendre, prédire que le gouvernement va tout faire pour calmer cette grogne, si ça n'est pas trop tard. D'ailleurs, Gabriel Attal, on l'a entendu tout à l'heure répondre à des agriculteurs, il disait on va prendre des mesures pour le renouvellement des générations en agriculture. Il parle d'un projet de loi. Il risque d'être un peu rattrapé, Gabriel Attal, par la réalité et la dureté de la vie de ces agriculteurs s'il n'a pas les pieds un peu plus sur terre, on va dire. Pour l'instant, les propositions qu'il fait ne sont pas d'ordre à les convaincre. On verra ce que ça donne pendant les échanges tout à l'heure de ce grand débat. Vous restez avec nous, Mathieu. Nous retournons voir Laura Baquet du côté de Massé, dans le Cher, pour le déplacement de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui va tout à l'heure aller au contact des syndicats agricoles particulièrement remontés, Laura.
Oui, exactement. Alors pour l'instant, ça se passe très bien, c'est assez calme. Mais tout à l'heure, à la réunion de 15h, écoutez, les syndicats me disaient tout à l'heure qu'ils étaient très furieux. Ils avaient un sentiment d'abandon, de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Il y a donc beaucoup d'attentes et nous sommes d'ailleurs avec Mathis. Mathis, bonjour, vous êtes jeune agriculteur. Dites-moi, quelles sont vos attentes pour les négociations à 15h? Donc plusieurs choses. Alors tout d'abord, je ne fais pas partie du syndicat, donc je ne vais même pas prendre la parole à leur place, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes ici dans le Cher, dans des zones plutôt intermédiaires, sur des potentiels assez compliqués. Donc les effets de marché et la complexification du monde agricole est une véritable peine pour les exploitations agricoles, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes, d'agriculteurs ont du mal à s'en sortir. Des effets de ciseaux au niveau des marchés qui sont très compliqués à gérer, des flux de trésorerie assez énormes. Donc aujourd'hui, le contexte agricole est très compliqué. Aujourd'hui, nous avons également besoin d'aide de la part de nos politiques pour pouvoir mener à bien nos projets. Nous sommes, je le rappelle, dans des zones intermédiaires. Si on veut s'en sortir, il faut innover, il faut se diversifier, il faut être capable d'aller chercher des cultures à haute valeur ajoutée, des projets innovants et des choses qui sortent un peu du contexte pour arriver à trouver un revenu considérable. Voilà. Merci beaucoup. Vous l'entendez, beaucoup de revendications et notamment le thème de la concurrence et de l'Europe qui sera au rendez-vous tout à l'heure dans les échanges. Gabriel Attal recevra d'ailleurs ce lundi la FNSEA, premier syndicat agricole à Matignon. Merci Laura Baquet avec Anthony Métro en direct donc de Massé dans le Cher pour suivre donc ce déplacement du ministre de l'Agriculture et on va reprendre la direction de la Haute-Garonne sur l'A64 sur ce point de blocage de l'autoroute au niveau de Carbone avec donc ce rassemblement toujours d'agriculteurs. Bonjour Julien Dutrin. Vous êtes agriculteur céréalier, vous êtes exploitant à Saint-Arail en Haute-Garonne. Vous faites partie donc de ces plusieurs dizaines, centaines d'agriculteurs en colère. Et sur place, qu'attendez-vous de cette mobilisation? Quelle est l'issue que vous souhaitez et jusqu'à quand vous pensez tenir le coup donc, de cette mobilisation? Oui, on attend que ça bouge un peu. Après les jours, je ne saurais pas vous dire parce qu'on est déterminés. On a de quoi. Voilà, les gens nous amènent à manger, à boire. Ils viennent, ils nous soutiennent. Là, au moment de manger, il doit y avoir à peu près 300 personnes. Donc voilà, on attend que ça bouge. Le Premier ministre devrait se déplacer. Je ne sais pas s'il le fera, mais on y croit. Je ne sais pas. Mais par contre, voilà, nous on est déterminés. Même cette nuit, il y en a qui ont dormi dans une caisse de camion avec de la paille, -5. Ça ne nous fait pas peur. Le froid ne va pas nous arrêter. Et voilà, on a été les premiers mobilisés. Je vois dans la région, dans le Gers, dans l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, ça se mobilise. Donc on y croit et on ne va rien lâcher. Alors Gabriel Attal, vous le disiez, donc vous espérez sa venue en Haute-Garonne. Il est aujourd'hui dans le Rhône. Il va répondre notamment à des agriculteurs. Il rencontrera et recevra la FNSEA lundi. Vous espérez, vous, qu'il y ait une extension de cette colère à d'autres régions? Et vous commenciez d'ailleurs à en mentionner certains départements. Oui, j'espère même que ça sera national. Le monde de l'agriculture a besoin de tout le monde. Donc il faut être solidaire. Je vois, nous ici, je ne le croyais pas, on en est. Et donc, il faut bouger, il faut que tout le monde sorte. Là, il y a des centaines de tracteurs qui sont arrivés, des 4 coins du département. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Vous-même, vous cultivez les céréales. Quelles problématiques vous rencontrez concrètement? Oui, nous, on cultive donc, des céréales en agriculture biologique. On en transforme une partie, on n'arrive pas à tout transformer. C'est compliqué, donc on fait de la vente directe de la farine et du pain sur la ferme. C'est compliqué à trouver des marchés parce que dans les cantines scolaires, c'est compliqué à rentrer, c'est des appels d'offres, pardon. Et donc c'est compliqué. Mais moi, ça fait 2 ans que je me suis installé. J'ai commencé, j'avais pas grand-chose. Là, ça commence à se développer. Là, c'est pareil. Je vais rien lâcher. Moi, je suis installé ferme familiale avec mes parents et mes frères. Donc, voilà. Mon père s'est installé, va bientôt prendre la retraite.
Donc, on n'a pas envie de laisser tomber tout ce qu'il a pu faire depuis le début, quoi. C'est quoi les difficultés justement dont vous parlez pour trouver des marchés? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez récemment? C'est lié à quoi? C'est lié au prix de vente. Nous, on ne peut pas se permettre de vendre à perte. Voilà, on sait combien nous coûte de produire une tonne de blé. On sait combien l'électricité qui a augmenté. Donc le moulin, je pédale pas pour le faire tourner malheureusement. Et encore heureusement. Parce que on a quand même, dans le monde de l'agriculture, on fait de grosses journées, donc s'il fallait pédaler pour faire tourner le moulin, on n'y arriverait pas, je pense. Donc voilà, après, on veut du local, j'espère qu'on va y arriver, mais parce que à l'heure actuelle, dans les cantines, je sais pas si tout le monde le sait, mais il n'y a pas beaucoup de local. Voilà, et puis du local, je parle du local parce que c'est le bio maintenant, ça commence à être compliqué. Il n'y a plus de marché, c'est saturé. Nous, à l'heure actuelle, on a un tas de blé sous la grève qu'on n'arrive pas à vendre. On pourrait le vendre au prix du conventionnel, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà. Merci beaucoup, Julien Dutrin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes agriculteur céréalier donc à Saint-Araille en Haute-Garonne et que vous continuez à bloquer l'A64 avec notamment ces tracteurs. On le disait, Gabriel Attal est aujourd'hui dans le Rhône. Il est arrivé il y a quelques instants à Saint-Laurent-d'Agny où il rencontre 150 Français et il va notamment être interrogé dans quelques instants par des agriculteurs. Et en même temps, Mathieu Coach, Jordan Bardella avait pris les devants et rencontre lui aussi les agriculteurs. Lui, c'est en Gironde. Duel à distance entre les deux? Oui, alors sur le plan de l'anticipation, on peut dire que Jordan Bardella a marqué un point, parce qu'il avait déjà prévu ce rendez-vous face aux premières mobilisations d'agriculteurs. Donc lui, il est avec des vignerons du Médoc. C'est pas tout à fait forcément les agriculteurs les plus pauvres d'ailleurs, mais en tout cas, il avait prévu de les rencontrer, donc ce sera à 15h. Il est tête de liste, on le rappelle, aux européennes qui auront lieu le 9 juin, et il interpelle directement Gabriel Attal, le Premier ministre, en lui demandant de décréter l'état d'urgence agricole et d'instaurer le patriotisme économique pour protéger les agriculteurs. Ça veut pas dire grand-chose tout ça, mais en tout cas, il est là, Jordan Bardella, il parle aux agriculteurs, il s'intéresse à leur cas, alors qu'on voit que le gouvernement en face est obligé un peu de réagir en urgence, en dépêchant les préfets, en le disant, en envoyant des ministres sur le terrain. Et Gabriel Attal, il n'avait pas prévu de rencontrer des agriculteurs. Il devait nourrir ses réflexions sur son discours de politique générale avec des Français. Et finalement, au dernier moment, ses équipes lui ont rajouté des agriculteurs. On vient de les entendre en direct sur BFM TV. Donc c'est vrai que Jordan Bardella a un peu pris tout le monde de court. C'est quand même plus facile, il faut dire, d'être dans la peau de celui qui finalement n'est pas en responsabilité, qui peut faire des promesses mais qui n'a pas de bilan à tenir, que dans celle de Gabriel Attal aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron dit et répète que les lois Egalim doivent assurer à chaque agriculteur une juste rémunération et un meilleur partage de la valeur. Maintenant, il va falloir le démontrer, et il va falloir le démontrer vite. Et on voit à l'heure actuelle ces images en direct donc, de Gabriel Attal donc, en direct à Saint-Laurent-d'Agny qui donc, participe à ce grand débat en petit comité, 150 habitants de cette commune. C'est pas un petit comité, si je puis me permettre, 150, c'est à peu près la taille des grands débats que faisait Emmanuel Macron. Ouais. C'est pas un format vraiment restreint, c'est à peu près du même niveau que ce que faisait Emmanuel Macron après les Gilets jaunes. Voilà. Il s'en inspire sans doute d'ailleurs. Largement. La forme est conservée, voilà, on reprendra tout à l'heure donc, sur cette actualité. On parle également à présent de ces centaines de personnes qui se sont rassemblées devant la mairie de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, en début d'après-midi, 3 jours après la mort d'un adolescent de 14 ans qui avait été poignardé à de multiples reprises, passé à tabac également par un homme. C'était au niveau de la station de métro Basilique de Saint-Denis. Angie Loata est sur place pour BFM TV, où l'un des frères de la victime a pris la parole, ainsi que le maire de la commune. Oui, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce matin, donc ici devant la mairie de Saint-Denis, à quelques mètres seulement, puisque c'est juste une rue derrière, au niveau de la station de métro Basilique Saint-Denis, qu'effectivement ce jeune homme, cet adolescent de 14 ans, a été tué mercredi soir aux alentours de 20h15. Cet homme qui s'est jeté sur lui, qui l'a poignardé, lui a asséné également des coups de pied, des coups de poing, et qui ensuite, s'il s'agit bel et bien de cet homme-là, en tout cas un homme s'est rendu de lui-même au commissariat, a été interpellé et placé en garde à vue depuis comme étant le principal suspect pour homicide volontaire. On questionne le contexte. Y a-t-il un lien entre la répétition des rixes entre jeunes de différents quartiers ici à Saint-Denis et la mort de ce jeune homme de 14 ans? Je vous propose d'écouter la réponse du maire de Saint-Denis au micro d'Arnaud Pétier.
Si on avait des explications, les choses seraient plus faciles. Il y a forcément d'abord une incompréhension, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui peut qui peut justifier qu'on arrive à cette situation. Je l'ai dit, et je ne veux pas faire d'amalgame, la mort de Sedan, elle se situe dans un contexte, celui où on a effectivement la multiplication de violences interquartiers depuis une semaine, mais je ne sais pas aujourd'hui si elle est liée ou pas à ces événements. Ce que je sais, c'est que pour pouvoir faire la lumière, il y a besoin de calme, il y a besoin de sérénité pour que la justice, la police puissent faire leur travail. Voilà, la mairie a pris une série de mesures depuis ce drame, avec notamment des courriers adressés aux parents des associations mobilisées sur place, des courriers adressés également aux associations sportives pour faire passer ce message, une vive émotion lors du rassemblement, et puis un arrêté municipal également qui court jusqu'à lundi, interdisant les rassemblements statiques dans la ville de Saint-Denis. On parle sport à présent du ski. Il a remis ça. Le Français Cyprien Sarrazin a signé un doublé fantastique en s'imposant sur la seconde descente de Kitzbühel ce samedi. Il l'avait déjà emporté hier sur la Streif, la piste la plus célèbre du monde. Le skieur du Dévoluy qui a signé une démonstration pour l'emporter devant Marco Odermatt. Rien que ça, Benoît Boutron, journaliste RMC Sport, nous a rejoint. Quelle performance! C'est le deuxième à réaliser une telle performance après Luc Alphand en 95? Le deuxième français, le ouais. 8e skieur de l'histoire a remporté 2 fois de suite donc cette descente mythique. La Streif, c'est la descente la plus mythique du circuit du ski alpin. 10 000 spectateurs dans la zone d'arrivée. C'est incroyable ce qui se passe en Autriche. Ça faisait 27 ans qu'on attendait ça, donc c'est le successeur de Luc Alphand, une histoire incroyable pour lui, une domination sur le tard, 29 ans, Cyprien Sarrazin, lui le skieur des Hautes-Alpes, et déjà un podium un palmarès qui s'épaissit cet hiver, 4 succès, il a remporté donc 2 fois Kitzbühel, la descente de Bormio, le Super G de Wengen. Là il est vraiment sur un nuage, Cyprien Sarrazin, et l'histoire est folle en fait parce qu'il a eu un déclic pendant cet été, il a tout changé au niveau de sa préparation, il a pris une préparatrice mentale et une psychologue pour fuir ce syndrome de l'imposteur et pour ensuite s'autoriser à gagner. Donc, priorité au direct, on prend la direction du Rhône où le Premier ministre est en train de s'exprimer. Monsieur le Premier ministre, déjà, je voulais vous remercier d'être venu à notre rencontre aujourd'hui. Je voudrais partager les inquiétudes du monde agricole, je pense qu'on commence à en parler un petit peu. Nous avons de nombreuses exploitations qui s'arrêtent sur notre commune et sur les communes de la Copamo, de la communauté de communes. Pour cause de retraite, mais aussi c'est aussi des personnes de 30-40 ans qu'on voit arrêter, qui abandonnent. En face, nous n'avons que très peu d'installations. Les raisons sont multiples. Un travail dur, exigeant, 70-80 heures par semaine pour arriver à avoir un salaire. Des aléas climatiques de plus en plus nombreux. Il y a aussi le problème des cotisations MSA très élevées qui ne garantissent pas nos agriculteurs, qui sont obligés de prendre des assurances complémentaires pour se couvrir en cas d'accident. Comme je vous le disais, des fortes cotisations, jusqu'à 15 000 € par an pour une retraite indécente d'à peine plus de 1 000 € à la fin. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Il y a aussi des réglementations illisibles et inapplicables sur le terrain. Exemple de l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles qui met la totalité des arboriculteurs et maraîchers de France hors la loi par rapport aux contraintes horaires imposées. Il y a d'ailleurs eu des contrôles dans notre secteur par la police environnementale qui débarquait armés dans nos vergers. Les agriculteurs ne sont pas des bandits, monsieur Attal, ce sont des gros travailleurs. Et entre nous, je pense qu'il en faut en France. Il y a énormément de choses à rectifier. Nos députés, monsieur Fugit, qui est très à l'écoute du monde agricole, pourra vous en parler plus. Je pense que je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais il y a une chose cruciale qui nous manque, c'est la visibilité à long terme. Où veut-on emmener le monde agricole aujourd'hui? En veut-on encore? Je vais prendre un exemple. J'aurais pu vous prendre celui de la drosophile et du retrait des matières actives qui ont condamné la filière cerise française alors que nos voisins européens ont toutes les solutions qu'ils souhaitent. Mais je vais plutôt vous parler du dernier en date. Le retrait fin 2024 du Mont Vento. Ce traitement phytosanitaire est le dernier rempart pour le traitement des pucerons et à l'Eurode en France. Nous n'avons donc plus de solution fiable pour les cultures de pommiers, de pêchers, de choux et j'en passe. C'est donc probablement la fin de ces cultures en France, à moyen et court terme. Car je précise que nos voisins européens sont très loin de ces problèmes, 100% français.
Ils en sont même heureux puisqu'ils vont pouvoir importer encore plus dans notre pays. Je vous demande donc de nous aider rapidement sur ce sujet et de trouver un accord avec la firme. Monsieur le Premier ministre, il faut absolument nous laisser des solutions. Créer un socle phytosanitaire dans lequel nous aurions des moyens de production pour chaque fruit et légumes. Face à cela, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter là, il faut également un socle de recherche. Il faut investir massivement dans la recherche pour trouver des alternatives de lutte. Mais il ne faut pas interdire sans solution, car sinon c'est la mort de notre filière. Et qu'aurons-nous de mieux? Une France incapable de nourrir sa population et qui importera des fruits et des légumes, des céréales, de la viande, du lait, et j'en passe, qui ont fait des milliers de kilomètres et qui surtout seront très loin des normes françaises. Peut-être ne le savez-vous pas, mais en ce 20 janvier 2024, 100% des importations qui arrivent en France, donc des importations, des fruits et légumes importés en France, excusez-moi, ne sont pas aux normes françaises et sont donc de la concurrence déloyale. Je finirai en vous disant qu'à force de laver plus blanc que blanc, ça devient transparent. La fin du monde agricole est proche si vous ne réagissez pas. Merci. Alors, on va prendre une deuxième intervention. Je vous laisse revenir à votre place. Tu veux D'accord. Monsieur le Premier ministre va vous répondre maintenant. Et après, on prendra d'autres interventions. On prendra après par série d'interventions. Mais je tenais évidemment à vous répondre tout de suite, puisque c'est un sujet absolument majeur. Et je le dis que je prends très au sérieux. Parce qu'on a une grande chance en France, c'est notre agriculture. C'est une chance parce que, et on le voit quand il y a des crises, on l'a vu au moment du Covid, ça nous permet d'avoir une certaine indépendance et une certaine autonomie. Pendant le Covid, quand les frontières ont été fermées, il y a des pays qui ont été très en difficulté sur leur alimentation. Nous, on a la chance d'avoir une agriculture extrêmement solide qui nous met à l'abri de ces difficultés. Et c'est une fierté. Et on a une chance parce qu'on a, et ça vous l'avez dit, une agriculture qui est l'une des plus qualitatives, si ce n'est la plus qualitative au monde. Oui, c'est sûr. En matière de, encore une fois, d'exigence qu'on met sur la qualité des produits, en matière de protection du consommateur. Et moi, je le dis de manière très claire, pour le président de la République, pour mon gouvernement, il est hors de question de le perdre. Dans un contexte où la démographie fait son œuvre, et donc vous avez effectivement beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite et qui ne trouvent pas de jeunes pour les remplacer, pour reprendre l'exploitation, parce qu'il y a des difficultés, vous l'avez très bien expliqué, des contraintes dans la vie quotidienne, des insécurités sur le revenu, et je le dis aussi, et c'est toujours important de le rappeler, des discours qui sont parfois tenus stigmatisants sur les agriculteurs, les éleveurs, les maraîchers, qui sont insupportables. Et ça paraît une évidence de le dire, je pense qu'ici tout le monde est d'accord, mais c'est toujours important de le rappeler. En tout cas, moi, en tant que chef du gouvernement, c'est important de le rappeler, parce qu'on a malheureusement tendance, dans certains discours politiques, à entendre des choses qui sont absolument inacceptables. Non, les agriculteurs ne sont pas des bandits. Non, les agriculteurs ne sont pas des pollueurs. Non, les agriculteurs ne sont pas des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois. Les agriculteurs, ils aiment les bêtes, ils aiment leurs bêtes, ils aiment notre terre, c'est leur outil de travail, et ils aiment leur pays. Et ça, c'est très important de le rappeler, et je ne laisserai jamais ce type de discours prospérer. Une fois qu'on a dit ça, ça doit être quoi notre travail ? 1, garantir aux agriculteurs qu'ils peuvent vivre de leur travail financièrement. Et investir pour avoir un retour. Je vais y venir. 1, il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Parce que vous l'avez dit, s'il y en a qui connaissent le sens du mot travail, c'est quand même nos agriculteurs et nos éleveurs. Parce que là... on n'est pas sur, on compte les 35 heures ou autre. C'est du temps permanent pour son exploitation et pour les Français. Et garantir la rémunération, c'est quoi? Ça veut dire faire en sorte que dans toute la chaîne, avec la grande distribution, le consommateur, etc., il puisse y avoir une juste part pour les agriculteurs. Il y a des lois qui ont été votées dans le précédent mandat, Egalim 1, Egalim 2, d'autres textes de loi, qui ont permis, je pense, un certain nombre de progrès, mais je sais qu'il y a des difficultés d'application sur certaines mesures, que quand on rouvre les négociations commerciales, en fait, il faut garantir qu'on ne renégocie pas le coût des matières premières qui est versé aux agriculteurs. Et je sais que sur ce sujet-là, il va falloir qu'on fasse davantage de contrôle. J'en ai parlé avec le ministre de l'Agriculture, parce que tout le monde ne joue pas le jeu et c'est pas toujours respecté et c'est inacceptable. Garantir qu'on puisse vivre de son travail quand on est agriculteur, c'est aussi être soutenu pendant les crises. Et là, je pense que vous ne me démentirez pas, les gouvernements qui se sont succédés depuis 2017 ont toujours été au rendez-vous
des graves crises qu'a connu le monde agricole. Il y a eu le gel, la sécheresse, le cyclone en Bretagne. J'étais pour mon premier déplacement dans le Pas-de-Calais auprès des habitants qui ont connu les inondations, et notamment des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs. On est au rendez-vous financièrement pour les aider et on a mis en place un nouveau dispositif qui vient de rentrer en vigueur avec l'assurance récolte. C'est quasiment 700 millions d'euros qui sont investis pour garantir que tous nos agriculteurs sont assurés, y compris avec la puissance publique, pour quand il y a des difficultés, une perte de récolte, qu'ils puissent être accompagnés financièrement. Probablement qu'on peut aussi améliorer le dispositif, mais il vient de rentrer en vigueur. Je pense que c'est important de voir comment ça marche. Donc 1, continuer à agir sur la rémunération. 2, vous faciliter la vie. Parce que là, vous l'avez dit, on enchaîne des paperasseries, des formulaires à remplir. Un agriculteur me disait, sur une semaine, le nombre d'heures que c'est à remplir des papiers. C'est une dizaine d'heures, voire plus. Voilà, un jour entier, vous dites, à remplir des papiers et des formulaires. Et ça pourrit aussi la vie. Et donc, il faut qu'on arrive toujours à simplifier davantage. Et ça, il faut que vous puissiez nous porter les propositions et que vous puissiez nous dire, voilà, là, typiquement, ça sert à rien de remplir 15 fois le même formulaire dans l'année que j'ai déjà rempli. Là, c'est plutôt à l'administration de faire le boulot qu'à nous de lui redire une nouvelle fois ce dont elle a besoin. Je verrai lundi le président de la FNSEA avec le président des jeunes agriculteurs pour qu'on avance aussi sur ce travail-là. Ils viennent dans mon bureau lundi à Matignon. Donc simplifier la vie. Et 3, c'est la question de la transmission et du renouvellement des générations. Parce que si on n'arrive pas à renouveler les générations en agriculture, si on n'arrive pas à permettre à des jeunes qui veulent reprendre une exploitation, et moi je suis sûr, je vous le dis, qu'il n'y a pas de crise des vocations. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager dans l'agriculture, qui ont envie de devenir agriculteurs, éleveurs. D'ailleurs, on le voit, nos lycées agricoles fonctionnent bien. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y engagent, de familles qui inscrivent leurs enfants. Ce qu'il faut, c'est qu'on lève tous les freins qui les empêchent aujourd'hui de s'installer et qu'on facilite la transmission. Et là, je l'ai déjà dit, un des premiers projets de loi que présentera mon gouvernement, c'est un projet de loi sur la transmission et le renouvellement des générations en agriculture, où là aussi on aura besoin, déjà un texte qui a commencé à être préparé, mais de vos idées, de vos propositions pour l'enrichir. Donc sur ces 3 sujets, sur la rémunération, la simplification au quotidien et le renouvellement et la transmission, je le dis, on sera au rendez-vous avec vous pour y travailler. Après, vous avez abordé des enjeux spécifiques, mais je suis conscient que ce qui... L'arboriculture est vraiment en crise. Ouais. Aujourd'hui, il y a des filières entières qui s'arrêtent. Je suis conscient qu'il y a un truc insupportable pour nos agriculteurs, et je pense qu'il l'est d'ailleurs pour tous les Français, c'est de se dire, on interdit certaines pratiques ou certains produits en France, donc on complique la vie de nos agriculteurs, et en même temps, on permet l'importation de produits de l'étranger qui, eux, utilisent ces mêmes produits. Ça, c'est incompréhensible. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu ces dernières années pour ce qu'on appelle les clauses miroirs, pour que quand il y a des accords internationaux, on demande que ce qui peut être importé en France bénéficie du même standard que ce que nous, on s'applique. Vous avez parlé des crises, notamment sur la cerise dont on m'a parlé. Sur la cerise, pour le coup, il y a un produit, je crois que c'est Fosmet, c'est ça qui était utilisé parce qu'il y a la mouche Suzuki, voilà, qui abîme les cerises. Ce produit a été interdit parce que des études, moi je fais confiance aux scientifiques, on dit qu'il y avait des malformations congénitales liées à l'utilisation de ce produit. Et je vais vous dire, je pense que vous n'êtes pas contre, mais parce que vous savez très bien que si on n'est pas réglo sur ces sujets-là, dès lors qu'on a des preuves scientifiques, et j'insiste là-dessus, et qu'on ne prend pas les bonnes décisions, à la fin, le risque, c'est la confiance des Français dans nos produits aussi, s'ils entendent que ça peut poser un risque sur leur santé. Mais la décision qui a été prise, c'est évidemment de l'interdire en France, mais c'est d'interdire l'importation de cerises venant de pays qui utilisent le même produit. Et pour moi, c'est ça la bonne ligne. Quand on prend une décision chez nous pour protéger les Français, qu'on l'impose à nos agriculteurs, il est impensable qu'on autorise l'importation de produits de l'extérieur qui ne protègent pas la santé des Français. Et donc ça sera pour moi une ligne très claire et on sera très vigilant sur le sujet. Puis si je peux juste vous dire quelque chose par rapport à Drosophile, si on fait 200 km en Italie, voilà, si on fait 200 km en Italie, on y était avec des représentants au niveau agricole il y a 3 semaines, ils ont des moyens de lutte qu'on a supprimés en France. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de planter... C'est quoi, par exemple, toutes les néonicotinoïdes, le suprême, enfin voilà. Je ne veux pas rentrer dans les termes techniques, mais ils ont des solutions. Aujourd'hui, nous, on est en train de couvrir nos vergers pour essayer d'en sauver quelques-uns.
Donc c'est l'espèce de grands collants qu'on déroule sur nos vergers, mais ça coûte très très cher. On ne peut pas le faire immédiatement. Voilà, les coûts sont trop élevés. Et quand on va en Italie, justement, ils nous rigolent au nez. Parce qu'en fait, ils nous disent, mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Et ils importent leurs cerises en France. Et pourtant, c'est l'Europe. Non, mais là-dessus, encore une fois, je vais regarder sur cette différence avec l'Italie, parce qu'il faut qu'on impose les mêmes standards à ce qu'on importe que ce qu'on impose en France. Après, on n'en a pas parlé pendant toute la réunion d'agriculture, même si c'est très important, mais je veux quand même ajouter un point, c'est qu'on doit aussi garder des moyens pour investir, pour trouver des solutions. Et typiquement sur ce que vous évoquiez sur les cerises et sur la mouche, sur les insectes stériles, etc. Il y a des recherches qui sont en train d'être faites. On sait que ça peut avancer dans les toutes prochaines années. Après, il y a des dispositifs d'équipement pour les maraîchers, les agriculteurs, type filet, mais ça coûte de l'argent. Donc là, on doit aussi vous soutenir financièrement. Et on soutient, dans le cadre du plan de relance de France 2030, on soutient financièrement l'équipement pour se protéger de la grêle, des mouches et autres. Donc je suis conscient aussi que, en fait, dire on interdit tel produit, mais l'alternative n'arrivera que dans quelques années, et entre-temps, il faut vous équiper, mais ça coûte cher, sans apporter plus de solutions, je suis conscient que c'est pas satisfaisant. Et c'est sur ça que je veux travailler avec mon gouvernement et le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. On a des solutions pour chaque culture. Voilà. Et en plus, Monsieur le Premier ministre, on va remercier Monsieur Ferré, parce qu'on a peut-être d'autres personnes, mais sur cette commune, on a un verger exploratoire. On n'a pas le temps d'aller le voir aujourd'hui. Il faudra revenir. On ira voir les vergers exploratoires. Je crois que vous vouliez intervenir, madame. Oui. Allez-y, ou vous restez à votre place, comme vous voulez. Hein. On fait simple et efficace. Bonjour Monsieur le Premier ministre, je m'appelle Elisabeth Ranguin, je représente les parents d'élèves du collège Paul Vallon à Givors. C'est une ville de 20 000 habitants avec 3 quartiers politiques de la ville, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Voilà pour ce grand débat auquel participe Gabriel Attal, le Premier ministre, cet après-midi dans le Rhône. 150 Français sont réunis autour de lui et vous l'avez entendu, il a répondu à des questions d'un agriculteur, Bruno Ferré, qui était en direct avec nous tout à l'heure, qui est agriculteur dans le Rhône. Faciliter la vie des agriculteurs. L'agriculture est un sujet absolument majeur, a dit Gabriel Attal, qui tente de rassurer ces agriculteurs qui sont en colère. Il y a aussi des airs d'Emmanuel Macron pendant le grand débat national. Ah oui, alors là c'est plus que des airs. Si vous voulez, déjà, si on peut dire un petit mot de la forme. C'est précisément la même chose que le grand débat qui avait effectivement mis fin, en tout cas tenté de mettre fin à la crise des Gilets jaunes à l'époque. Donc voilà, cette table centrale avec environ 150 personnes autour. Petite différence quand même, l'agriculteur s'est levé et s'est mis à la table de Gabriel Attal. C'est plutôt réussi d'ailleurs, mais bon, la dame juste après a préféré rester à sa table. C'est la seule différence de forme. Et puis dans le style de Gabriel Attal, franchement, si vous changez les voix, on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron aurait utilisé exactement les mêmes mots que son Premier ministre aujourd'hui pour essayer de convaincre. Et d'ailleurs, ça va être compliqué pour Gabriel Attal qui arrive après 6 ans et demi d'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron et par la Macronie. J'ai retrouvé un extrait d'un discours auquel j'avais assisté qui date du 11 octobre 2017. Emmanuel Macron disait lors des États généraux de l'alimentation qu'il avait 2 objectifs et que le premier, c'était de permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé, de permettre à tous dans la chaîne de valeur de vivre dignement. Mais écoutez ce que vient de dire Gabriel Attal à l'instant à cet agriculteur, donc 6 ans plus tard, un peu plus de 6 ans plus tard, eh bien il dit qu'il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas avancé d'un cran. Il y a eu cette loi Egalim 1, cette loi Egalim 2, mais il reste un problème profond pour les agriculteurs. Et avant même les histoires dont François Pitrel va peut-être parler d'ailleurs de traitement des sols et de choses assez techniques et compliquées, il y a cette problématique de salaire, de pouvoir vivre de son salaire. Il y a un agriculteur sur 5 qui ne se paye pas et il y en a énormément qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça va être compliqué pour Gabriel Attal parce qu'il avait beaucoup de compassion mais quasiment aucune solution à apporter aujourd'hui à ce monsieur qui est intervenu sur BFM TV tout à l'heure. Merci beaucoup. On va tout à l'heure décrypter justement la partie environnementale avec vous, François Pitrel. On va retourner sur le terrain déjà du côté de la Haute-Garonne cette fois-ci pour vous retrouver Antoine Forestier. Vous êtes toujours sur la 64 qui reste bloquée pour la 3e journée consécutive. La 64 où là aussi les agriculteurs sont nombreux, mobilisés. Ils ne baissent pas les bras et ils espèrent être eux aussi entendus par le gouvernement. François, vous êtes notamment avec un céréalier qui lui aussi veut exprimer son ras-le-bol aujourd'hui.
Oui, on continue de donner la parole à ces agriculteurs depuis ce matin sur BFM TV pour mieux comprendre leurs attentes, leurs revendications. Juste aux côtés de Jean-François Lamassé, merci de répondre en direct à nos questions. Qu'est-ce qui vous motive à être là depuis déjà plusieurs jours et à bloquer cette autoroute? Bonjour à vous. Le premier problème déjà, c'est que si on est là, c'est qu'on n'arrive plus à vivre notre métier. Alors pourquoi on peut plus vivre notre métier? C'est pas compliqué. Quand vous avez 58% de taxes sur du gasoil, 58% de taxes, d'accord? Qu'en plus on nous met des normes environnementales. Il arrive un moment, on nous a bloqué le métier. C'est aussi simple que ça, on nous a bloqué le métier. Et financièrement et socialement. Voilà où on en est aujourd'hui. Pour donner une ordre d'idée, le salaire moyen d'un agriculteur dans le département, c'est 336 €. Mais on se fout de qui? On donne 85 millions à la Palestine, on donne, je ne sais pas combien de millions maintenant, c'est des milliards à l'Ukraine, et on laisse crever les paysans français. Il y a un problème de concurrence, mais énormissime. Il n'y a plus de protectionnisme européen. Aujourd'hui, il y a du blé qui arrive de Tarragona détaxé. Et il ne faut rien dire, il faut le laisser faire. C'est des aides du gouvernement qu'il vous faut? Vous avez fait le calcul de combien il faudrait? Non, nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est vivre pour vivre notre métier. Il faut arrêter que toutes les associations environnementalistes, tous les 3 matins, en même temps de M. Macron, ce n'est plus possible. Voilà, tout aussi simple que ça. Donc, il nous faut un gasoil vraiment détaxé. Vraiment détaxé. Aujourd'hui, dans notre région, pour qu'on puisse travailler notre métier, il nous faut du gasoil entre 80 et 85 centimes, 90 maximum. Voilà. Aujourd'hui, on a un 20 ou un 30. Et ce n'est que des taxes. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est aussi simple que ça. L'eau, c'est pareil. L'eau, on nous met des normes et des normes et des normes et des normes. Ça coûte trop cher d'irriguer maintenant. Et on vend des produits. On vend des produits aujourd'hui moins chers que ce qui nous coûte à produire. C'est aussi simple que ça. Voilà, mais alors ici, c'est plein de normes. Vous traversez les Pyrénées, il n'y a plus de normes. Non, mais il faut arrêter. Il y a une réunion en cours à la préfecture. Certains de vos représentants sont en train d'échanger avec le préfet de Haute-Garonne. Vous en attendez quelque chose ou vous pensez qu'il faut aller taper plus haut, si je peux me permettre l'expression? Mais si vous voulez, c'est pas compliqué. Le préfet, c'est le premier étage de la fusée. Mais nous, ce qu'on veut toucher, c'est le haut de la fusée. Voilà. Tant que M. Macron, tant que M. le maire ne sont pas mis autour de la table et prennent de vraies décisions, parce que là, c'est pareil, la MHE pour les éleveurs, le problème de la fièvre des bovins, depuis fin octobre, on devait le régler. Il n'y a plus de trésorerie, les éleveurs sont à poil. Vous croyez que ça va durer longtemps, histoire ou quoi? On vient d'entendre Gabriel Attal à l'instant échanger avec des agriculteurs, mais dans le Rhône. Non, mais vous, ici, le mouvement il commence à prendre de l'ampleur. Vous l'attendez ici, là, sur l'autoroute? Ah, mais il vaut mieux qu'ils viennent. Il vaut mieux qu'ils viennent parce que nous, on ne partira pas. Mais il faut qu'ils viennent avec des résolutions. Et puis pas que la communication comme ils savent faire depuis un bon moment, là. On veut des choses concrètes. Et on veut que ce soit réalisable de suite, pas dans 3 ou 4 ou 5 ou 6 mois. Il y a un moment important pour les agriculteurs, le salon de l'agriculture, dans un mois à Paris. Ça va être un moyen de se mobiliser aussi. Vous seriez prêt à le boycotter, à faire des actions, à y aller en tracteur? Certains disaient ça ce matin. Aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre, monsieur. On est capable de tout. De tout. C'est aussi simple que ça. La réponse est claire. Merci beaucoup pour votre réponse. Voilà un point de vue d'un des agriculteurs. On le disait, beaucoup de détermination, un peu de colère également qu'on entend dans ces mots. Et une manifestation qui continue donc sur cette autoroute. On est à peu près à 40 km de Toulouse où donc en ce moment même une réunion a lieu avec certains des représentants de ces manifestants. On attendra donc leur retour pour qu'ils leur expliquent ce que leur a dit le préfet de Haute-Garonne. À voir si cela suffira à faire réduire cette colère. On va suivre tout ça avec vous, Antoine Forestier, avec Morgane Dumont, priorité au direct, image regardez de Jordan Bardella, qui est lui du côté de la Gironde, président du Rassemblement national, qui rencontre des agriculteurs. Donc cet après-midi, le RN qui veut profiter de cette colère des agriculteurs. Il est à Quérac en Gironde, Jordan Bardella, donc pour échanger. Il y aura une sorte de table ronde également pour échanger tout à l'heure avec des agriculteurs. Mathieu, enjeu important pour le Rassemblement national aussi, qui veut, bien sûr, on n'est pas très loin des européennes, qui auront lieu le 9 juin, profiter aussi de cette colère des agriculteurs. Oui, qui veut en profiter et qui avait vu cette colère arriver un petit peu avant le gouvernement. Même si on voit que Gabriel Attal est en train de rectifier le tir avec cette table ronde où il a fait venir des agriculteurs au dernier moment. Ils ont d'ailleurs été les premiers à intervenir, ce qui n'était pas du tout dans les plans initiaux. Le premier qui avait décidé de rencontrer des agriculteurs aujourd'hui, c'est lui, c'est Jordan Bardella, donc le président du RN, tête de liste aux européennes, en tête des sondages, largement en tête d'ailleurs des sondages, 10 points devant à peu près Renaissance selon les
derniers sondages. Et c'est vrai que, alors après, sur le coup de communication, on va s'interroger maintenant sur qui l'emporte cet après-midi. Parce qu'il est avec des agriculteurs de la filière viticole en Gironde. C'est pas exactement les plus en difficulté. Je dis pas qu'ils n'ont pas de difficultés, les agriculteurs de la filière viticole, mais bon, c'est pas là, en tout cas, qu'il y a ceux qui n'arrivent vraiment pas à vivre de leur travail, ceux dont parlait Gabriel Attal tout à l'heure. On verra ce qu'il a à leur dire aussi. Pour l'instant, c'est beaucoup d'incantations, hein. Il dit il faut décréter l'état d'urgence agricole, instaurer le patriotisme économique pour protéger les agriculteurs. Voilà. Marine Le Pen qui a également tweeté pour apporter leur soutien, son soutien aux agriculteurs tout à l'heure. Maintenant, voilà, ils sont tous les deux à l'épreuve des faits. Gabriel Attal, Jordan Bardella, duel à distance effectivement. Et on va écouter cet après-midi ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à proposer à ces agriculteurs. Mais c'est vrai que le Rassemblement national avait senti cette grogne, peut-être plus que le gouvernement, et a décidé de surfer dessus, au moins pour les jours qui viennent. Voilà pour ces images, donc, vous le voyez, de Jordan Bardella au contact donc, de ces agriculteurs de Gironde. Vous l'avez vu tout à l'heure, Gabriel Attal, lui, est dans le Rhône. On rappelle tout de même que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est lui à Massé, dans le Cher également, auprès de ce monde agricole, et que Bruno Le Maire, lui, était dans la Marne, auprès des vignerons. On sent que la question agricole est au cœur de la politique, puisque Mathieu, vous nous le rappeliez tout à l'heure, le président lui-même a demandé au ministre, a demandé également au préfet de s'entretenir directement avec ce monde agricole. Alors pour rentrer sur la problématique que rencontrent les problématiques, elles sont nombreuses, François Pitrel, vous allez nous le confirmer, que rencontrent ces agriculteurs. On les a entendus, il y a déjà de ne pas pouvoir vivre correctement financièrement, de ne pas pouvoir vendre au moins au prix de ce qu'ils produisent, voilà, pour le coût de leur vie. Mais il y a également toute la question, on a compris, des produits phytosanitaires qui revient beaucoup sur le devant de la scène, avec notamment tout à l'heure cet agriculteur Bruno Ferré, qui face au Premier ministre évoquait la question de l'Italie, de certains cultivateurs de cerises qui, eux, utilisent des produits phytosanitaires et vendent leurs cerises en France sans aucun problème. Oui, en fait, c'est un monde qui est vraiment très difficile, le monde agricole, en ce moment, parce qu'on est plein d'injonctions contradictoires. D'un côté, il faut faire de plus en plus attention à la qualité de nos produits, baisser le nombre d'intrants, de pesticides, d'insecticides, améliorer la qualité du coup de notre environnement, c'est-à-dire et ça, de l'eau qu'on les boit. agriculteurs sont d'accord avec ça. Bien sûr qu'ils sont d'accord. Et ça nécessite aussi beaucoup de pratiques différentes. C'est un changement qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre, qui est long et surtout qui peut être coûteux, ou en tout cas qui fait moins de rendement. C'est-à-dire que c'est pas forcément que ça coûte plus cher, mais vous aviez 30 kilos de patates, et si vous faites une pratique un petit peu moins utilisatrice de pesticides, d'engrais, eh bien vous n'aurez plus que 20 kilos de patates l'année prochaine. Donc si le prix ne s'ajuste pas, si vous n'êtes pas rémunéré un peu plus cher pour cet effort, eh bien c'est une injustice. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des étals aujourd'hui où vous allez avoir peut-être la cerise française ou n'importe quel autre produit qui va avoir respecté toutes ces normes, et de l'autre côté, sur le même étal, un kiwi qui va être de Nouvelle-Zélande, qui n'aura peut-être pas respecté toutes ces normes, et ils sont pour le consommateur, évidemment, ils sont au même endroit et on va choisir le moins cher. Et donc, ils ont à respecter toutes ces contraintes, et en plus, ils sont très peu rémunérés, on le disait. C'est peut-être la catégorie socio-professionnelle qui, au ratio de nombre d'heures, est la moins bien payée. Donc, évidemment, il y a tout ce monde un petit peu de contradiction qui fait que n'importe quelle petite chose qui arrive en plus, c'est-à-dire par exemple la fin d'une taxe, comme la taxe sur le gazole non routier, là, qui va augmenter progressivement dans les années à venir, ce sont des éléments, ce sont des étincelles qui font que voilà, la cocotte, elle déborde. Voilà. Puis il y a le problème de l'eau aussi, on l'a entendu dans la bouche de certains des représentants. Alors l'eau, voilà. Mais après, encore une fois, il faut que le monde agricole change. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner avec 30 ou 40% des oiseaux qui ont disparu en France, avec une eau qui n'est pas potable dans certains départements, dans Poitou-Charentes, ou en tout cas qui est très polluée par certains vieux pesticides, des algues vertes en Bretagne qui font que la vie est très difficile quand on vit sur ces côtes à cause du monde agricole. Donc le monde agricole doit changer. Il est en partie prêt à changer, pas toujours assez vite peut-être sur certaines questions, mais il est prêt à changer. Le problème, c'est que évidemment, il y a le marché mondial, et donc là, ils sont en confrontation en permanence avec ces histoires. Et sur la question de l'eau, le monde agricole irrigue très peu, c'est-à-dire qu'on met très peu d'eau. En France, il y a 10 à 13% des surfaces agricoles qui sont irriguées. Et en réalité, c'est presque 60% pour ces toutes petites parties des parcelles, c'est presque 60% de l'eau française qui est utilisée. Donc,
il y a quand même aussi des pratiques agricoles à changer parce que sinon, avec le contexte du réchauffement climatique, on ne pourra pas irriguer toutes les cultures et on n'aura pas assez d'eau. Donc eux, ils doivent aussi changer, mais il faut les aider. Merci beaucoup François. On va revenir bien sûr tout au long de l'après-midi sur cette mobilisation qui se poursuit des agriculteurs, notamment sur la 64. Également Gabriel Attal qui participe à un grand débat qui répond à certains agriculteurs. Marc Fesneau aussi sur le terrain dans le Cher et Jordan Bardella qui est lui en Gironde. Dans l'actualité aussi de ce samedi, la vente des huîtres à nouveau autorisée sur le bassin d'Arcachon depuis hier. Elle avait été, vous le savez, interdite à la consommation le 27 décembre à la suite de plusieurs intoxications alimentaires. Une bonne nouvelle saluée par cet ostréiculteur à la Teste de Bûche en Gironde. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc on va pouvoir déjà reprendre le contact avec nos clients, déjà ça, et puis commencer à pouvoir, même si ça va être un peu compliqué dès le départ, argenter un peu. Ce qu'on va argenter, on récupérera jamais la perte financière, mais au moins on sera en contact avec la clientèle. Et ça nous fera plaisir déjà de savoir que ces gens seront, j'espère, seront là pour nous soutenir et continueront à manger des huîtres. Dans l'actualité, à 15h18 également, on vous parle de cette disparition le 23 septembre dernier de cette adolescente de 15 ans, Lina, dans le Bas-Rhin. Elle reste toujours introuvable, mais on apprend désormais que l'adolescente avait déposé une plainte pour viol contre 2 jeunes hommes en 2022, avant sa disparition. Donc, les détails, les explications de Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV. C'est une plainte qu'elle avait déposée 1 an et demi avant sa disparition. Cette plainte, elle date de juin 2022. Elle y accusait 2 jeunes hommes, 2 jeunes majeurs d'avoir abusé d'elle sexuellement. En fait, elle expliquait avoir passé la soirée au domicile d'un ami. 4 personnes, en tout cas plusieurs personnes du même cercle d'amis se trouvaient là. Elle, bien évidemment, une autre jeune fille, une connaissance du propriétaire aussi. Et c'est là qu'elle dit, lors de cette soirée, eh bien, avoir été abusée sexuellement. Et quelques mois après, elle a décidé d'aller porter plainte à la gendarmerie avec sa mère, donc plainte déposée pour viol. Alors à cette heure, nous ne savons pas quelles ont été les suites judiciaires de cette plainte, mais ses proches nous indiquent qu'ils n'ont à ce stade pas été informés d'un classement sans suite. Côté enquête, on nous affirme que toutes les pistes sont bien évidemment explorées, toutes l'ont été ou le sont actuellement, mais qu'il n'y a rien de nouveau. L'enquête se poursuit donc avec des auditions et d'autres investigations qui restent évidemment secrètes. Oui, parce que 4 mois après sa disparition, toujours aucune trace de Lina, Mélanie. Oui, Lina, elle a disparu, c'était le 23 septembre dernier. La jeune fille, on va rappeler les faits, hein, elle part sur le chemin pour aller prendre son train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Elle part à pied et elle souhaite rejoindre la gare, mais elle n'y arrive jamais. Plusieurs personnes déclarent l'avoir vue en train de marcher au bord de la route. Un homme, lui, affirme l'avoir vue dans une voiture de couleur sombre ce matin-là. Un témoignage qui a été confirmé par la vidéosurveillance. Les gendarmes, ils avaient alors inspecté de nombreuses voitures, de nombreuses habitations, de nombreuses auditions ont également eu lieu. Une enquête de voisinage très poussée, très décortiquée, avec encore très récemment ce porte-à-porte effectué par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Et vous le disiez, à ce jour, la jeune fille reste toujours introuvable. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous allons bien sûr continuer de suivre cette mobilisation des agriculteurs sur la 64 et sur les déplacements de Gabriel Attal qui est dans le Rhône avec ce grand débat. 150 Français, notamment des agriculteurs qui l'ont interrogé. Jordan Bardella, lui, est en Gironde également aux côtés des agriculteurs. À tout de suite.